Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours, cours qui est consacré donc aux intoxications aiguës graves, celles qu'on peut rencontrer en réanimation, en faisant un petit focus sur les cardiotropes et sur les nouvelles drogues de synthèse à travers un cas clinique. Donc vous verrez que, je tiens à le préciser d'emblée, la frontière entre substances illégales et médicaments prescrits est parfois assez floue, que souvent les substances illégales qu'on rencontre aujourd'hui ont été prescrites hier. C'est le cas par exemple de la cocaïne ou de l'héroïne, qui avait été commercialisée à la fin du 19e, début du 20e par le laboratoire Bayer. Et récemment, le scandale des intoxications aux opioïdes aux États-Unis, opioïdes qui ont été prescrits donc larga manu dans le cadre de douleurs chroniques, avec de la pub, ce qu'on pourrait pas voir dans nos pays, qui était réalisée par exemple, je vous le montre ici pour l'Oxycontin. Donc la frontière est parfois un petit peu opaque et d'ailleurs en ce qui concerne les nouvelles drogues de synthèse, l'objectif des gens qui les commercialisent ou en tout cas qui les rendent disponibles et notamment sur le darknet est de rendre disponibles des produits qui miment l'effet de substances illégales en attendant que les pays puissent intervenir et légiférer. Je vous présente le cas d'un patient, d'un jeune patient qui a été pris en charge dans notre réanimation donc en 2021. Un patient de 23 ans qui nous a été amené par les marins-pompiers de Marseille suite à la prise en charge donc d'un coma agité. Donc quand on analyse les toxidromes, hein, il faut vraiment le faire appareil par appareil, système par système. Donc là on a un coma qui est agité avec un coma s'associant à des convulsions profond qui mènera donc à l'intubation orotrachéale du patient. Sur le plan hémodynamique, initialement, il est plutôt on va dire entre guillemets, il y a un syndrome hypermétabolique qui évoque très fortement un syndrome sympathico-mimétique avec un tableau d'hypertension et de tachycardie majeure. Et à l'intubation, donc patient intubé à la fois sur la défaillance neurologique et sur une hypoxémie profonde en air ambiant, une ETCO2, une capnométrie qui est à 99 mm de mercure. Et autre caractéristique du tableau clinique, c'est une hyperthermie majeure. Donc on rentre dans le cas de la déshyperthermie sévère, parfois appelée hyperthermie maligne. Ce jeune homme donc est sédaté, rapidement il sera curarisé, puis après l'intubation apparaît une défaillance hémodynamique avec un état de choc, euh, avec un patient extrêmement hypovolémique sur l'échographie qu'on réalisera, difficile hein, du fait de la tachycardie et qui aura un besoin en catécholamine, en noradrénaline assez faible, 1 mg/h très rapidement sevré. À la prise en charge, malgré les sédations et notamment la prescription de morphinique, il est en mydriase bilatérale, Doppler transcrânien normal et il est en sueur. Le CG, vous savez, qui est réalisé systématiquement dans le cas des intoxications pour aller rechercher des toxidromes particuliers, on y reviendra tout à l'heure, et en fait normal en dehors d'une tachycardie sinusale. Alors ici, vous voyez sa feuille de courbe. Ce qui est intéressant, c'est sur la ligne de la température quand il arrive, donc pris en charge par le bataillon, il a 41 de température, 39,4 à l'arrivée chez nous, et rapidement sédaté, curarisé, l'hyperthermie va s'amender, la température corporelle va redevenir normale. La défaillance hémodynamique va rapidement rentrer dans l'ordre, la noradrénaline est sevrée à 4 heures après la prise en charge du malade, en sachant qu'une expansion volémique par 3 litres de cristalloïdes sous guidage échographique sera nécessaire. Et on n'a pas d'autres anomalies particulières en ce qui concerne l'examen clinique et l'évolution du patient. Les sédations seront donc rapidement arrêtées, puis le patient présentera un tableau d'encéphalopathie pour lequel il bénéficiera donc d'examens complémentaires, aucun signe de focalisation, une IRM normale après des scanners, et finalement on fait un diagnostic d'insuffisance hépatocellulaire avec une encéphalopathie hépatique. Insuffisance hépatocellulaire qui s'associe donc à une insuffisance rénale aiguë par rhabdomyolyse. Donc je vous affiche ici son bilan biologique qui se lit donc de droite à gauche avec, vous voyez, une hépatite cytolytique qui prédomine sur les azates, peu cholestatique finalement, et une rhabdomyolyse majeure avec une insuffisance rénale aiguë. Vous n'avez pas les chiffres qui suivent le 26 juillet, mais en tout cas l'insuffisance rénale aiguë sera d'évolution favorable avec des mesures symptomatiques sans nécessité d'épuration extra-rénale. Et au nadir de la défaillance hépatique, le facteur 5 est à 6%, donc c'est un patient pour lequel on a contacté les hépatologues et les greffeurs pour discuter d'une greffe hépatique en super urgence, finalement greffe dont le patient n'aura pas besoin. L'évolution est donc favorable pour ce patient et a posteriori, on fait systématiquement des dosages de toxiques, hein, notamment urinaires, et on retrouve, mis à part les médicaments qu'a reçu le patient dans le cadre de sa prise en charge réanimatoire pré-hospitalière et hospitalière, on va retrouver deux substances toxiques principales. Une substance qui est une catinone, qui est le MD-PHP. La catinone étant la nouvelle drogue de synthèse qui vise à s'apparenter aux amphétamines, en tout cas reproduire l'effet des amphètes. Et c'est ce qui est le plus consommé à l'heure actuelle en termes de nouvelles drogues de synthèse
par nos jeunes dans nos pays. Et on retrouvera également du 25-NBOH. Donc le 25-NBOH, c'est une nouvelle drogue de synthèse de la famille des phényléthylamines et qui vise à mimer non pas l'effet de l'ecstasy ou des amphétamines, mais plutôt là l'effet de la LSD avec des effets plutôt hallucinogènes. Donc vous voyez qu'en fait notre patient avait sniffé une substance qu'il avait achetée sur le dark web, une substance qui contenait à la fois une catinone et également une phényléthylamine. Et on retrouve finalement sur le dark web justement des bonbons, des substances qui vont combiner toutes les nouvelles drogues de synthèse, qui peuvent en associer plusieurs ou n'en contenir qu'une seule, en tout cas être responsable d'effets divers et variés comme chez notre patient. Ça nous donne donc l'occasion de parler donc des intoxications, de ces nouvelles drogues de synthèse et de la conduite à tenir. Alors, on a différents types de raisonnements. Là, quand je vous présente tout ça, vous avez peut-être envie d'aller rechercher toutes les drogues disponibles sur le dark web, toutes les nouvelles drogues de synthèse et d'apprendre par cœur ce qu'elles peuvent donner. C'est passionnant, mais en tout cas, d'un point de vue médical, ça a peu d'intérêt et les cliniciens doivent plutôt appréhender l'état clinique des malades en raisonnant par des toxidromes. C'est-à-dire qu'il était facile chez ce malade, par exemple, de détecter une hyperthermie sévère qui pouvait s'inscrire dans deux cadres, un syndrome sérotoninergique ou un syndrome sympathico-mimétique. On verra que c'est difficile de faire la part des choses entre les deux. En tout cas, qui vont nécessiter le même traitement symptomatique. L'objectif dans la majorité des intoxications étant de passer le cap avec des traitements symptomatiques. Les toxiques festifs, on a nos bonnes vieilles drogues, comme on les appelle, qui sont consommées, qui sont toujours consommées, et dont l'effet recherché peut être de trois types. Donc on a les dépresseurs, notamment donc les opioïdes, les morphiniques, l'héroïne, l'alcool et le GHB. Donc là, l'effet recherché est plutôt au départ quand même un effet euphorisant à petite dose, mais un effet dépresseur sur le système nerveux central à forte dose. Et parfois, la limite est difficile, notamment dans le cas des intoxications éthyliques aiguës. On y a tous été confrontés. Et par exemple également pour les intoxications GHB, qui sont souvent rencontrées dans le cadre du chemsex, dans des populations homosexuelles, qui vont rechercher donc un effet euphorisant du GHB, mais qui vont consommer parfois des doses toxiques avec une caractéristique du GHB ou des drogues qui s'y apparentent, c'est d'entraîner des comas fugaces, profonds, mais qui durent assez peu de temps. Mais les gens sont parfois et souvent intubés sur la voie publique. Dans le cadre de comas profonds, ils vont se réveiller soit dans le camion du SAMU, soit rapidement en réanimation à l'arrêt des sédations. Ensuite, il y a des drogues qui sont consommées, des bonnes vieilles drogues consommées comme euphorisantes et stimulantes, notamment la coke et puis les amphétamines et l'ecstasy, notamment une drogue qui est pas mal consommée qui s'appelle la MDMA, la MD. Et enfin les psychodysleptiques, les hallucinogènes comme le cannabis et la LSD, qu'on va retrouver un petit peu moins quand même dans le cadre d'intoxication aiguë qui amène le patient en réanimation. En ce qui concerne les cardiotropes et les nouvelles drogues de synthèse enfin soit les vieilles drogues comme la cocaïne par exemple ou les amphétamines, soit les nouvelles drogues de synthèse peuvent avoir un effet sur le système cardiovasculaire et donc un effet cardiotrope. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les cardiotropes, c'est des médicaments qu'on rencontre régulièrement en réa, source d'intoxication aiguë grave, et qu'un cardiotrope, c'est pas forcément un médicament qui est prescrit à visée cardiovasculaire, un traitement antihypertenseur ou un traitement prescrit dans le cadre de l'insuffisance cardiaque par exemple, mais c'est tout médicament qui va avoir un effet sur le système cardiovasculaire et en gros tout médicament ou substance toxique qui est susceptible d'entraîner un état de choc. Et les cardiotropes sont une source majeure de mortalité dans le cadre des intoxications aiguës graves. Les intoxications aiguës graves en général, ça se passe relativement bien en réanimation lorsqu'elles arrivent tôt, mais ce sont vraiment les cardiotropes qui sont à la base de la morbimortalité chez ces patients. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des cardiotropes, l'essentielle majorité, sont des toxiques fonctionnels. C'est-à-dire que pour ces toxiques, la PK est directement en lien avec la PD, autrement dit, la pharmacocinétique s'associe à la pharmacodynamie, autrement dit, quand le médicament est présent dans l'organisme du patient, le patient présente un effet toxique, un coma ou pour les cardiotropes, un état de choc. Lorsque le médicament ou le toxique est complètement éliminé, les signes cliniques d'intoxication s'amendent. Et donc vous comprenez que pour ces toxiques-là, l'objectif va être de passer le cap, principalement avec des traitements symptomatiques, même si on parlera des autres et notamment des traitements antidotiques. Les toxiques fonctionnels s'opposent aux toxiques lésionnels. Les toxiques lésionnels qui, eux, ont un effet toxique retardé, une toxicité retardée, c'est par exemple le cas de l'hépatotoxicité, des intoxications au paracétamol.
Donc beaucoup d'études, cette étude notamment, retrouve que le facteur de risque pour se retrouver en réanimation lorsqu'on est intoxiqué, c'est d'être intoxiqué à une drogue cardiotrope. On pourrait probablement faire la même étude en ce qui concerne la morbimortalité et la mortalité en réanimation. Parmi l'ensemble des toxidromes, un toxidrome particulier qu'on va retrouver sur l'ECG, qui correspond sur le plan physiopathologique à un blocage par des médicaments des canaux sodiques qui vont donc rallonger le potentiel d'action, ralentir la phase précoce, la phase zéro du potentiel d'action, et donc pouvoir entraîner ce qu'on appelle un bloc de conduction intraventriculaire avec un élargissement sur le CG des QRS. Donc cet effet-là, ça s'appelle l'effet stabilisant de membrane. Ça, le blocage du canal sodique s'appelle également l'effet Kinidine-like qu'on retrouve pour les antiarythmiques de classe 1 de la classification de Vaughan-Williams. Mais beaucoup de médicaments et de toxiques vont pouvoir entraîner un blocage des canaux sodiques, notamment ceux que vous voyez en haut à droite, les tricycliques, les amphétamines, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, la cocaïne. Voilà, tous ces médicaments peuvent entraîner un effet stabilisant de membrane à rechercher le CG par un élargissement des QRS. L'étape d'après, c'est bien évidemment la survenue de troubles du rythme ventriculaire. Pour lutter justement contre cet effet stabilisant de membrane, qu'est-ce qu'on fait? On apporte des doses très importantes de sodium pour forcer l'entrée du sodium à l'intérieur des cardiomyocytes. Et c'est donc les sels molaires de sodium qu'on utilise, lactate molaire de sodium ou bicarbonate molaire de sodium, avec un effet sur le CG et sur les QRS qui est immédiat. On voit les QRS donc se raccourcir en télémétrie. L'effet stabilisant de membrane, c'est celui que vous voyez à gauche, donc élargissement des QRS à plus de 120 millisecondes, et parfois on voit ce qu'on appelle un aspect de pseudo-Brugada avec un RSR' et un sus-ST dans les dérivations précordiales antérieures, V1, V2. Le syndrome de Brugada étant une canalopathie génétique par justement qui va entraîner une atteinte des canaux sodiques. Concernant donc les nouvelles drogues de synthèse dont je vous parlais tout à l'heure, donc comment ça se passe? Ça se passe de la manière suivante. Elles sont fabriquées dans des laboratoires clandestins dans nos pays ou dans des laboratoires parfaitement légaux dans certains pays comme l'Inde par exemple. C'était le cas en Chine mais qui est un peu en train de légiférer. Et l'objectif des chimistes qui vont donc mettre à disposition des clients ces nouvelles drogues de synthèse, c'est de créer des drogues qui miment l'effet de drogue déjà existantes avec parfois des effets décuplés. Donc par exemple, vous voyez que la première ligne, il y a des benzodiazépines qui sont vendus comme ça. Vous avez des médicaments qui visent à reproduire l'effet de la kétamine, ce qu'on peut appeler les drogues dissociatives. Vous avez des substances comme le 25-NBOH qu'on avait chez notre patient qui visent à reproduire l'effet hallucinogène de la LSD. Les catinones, elles, visent à reproduire l'effet euphorisant, stimulant, psychostimulante de la cocaïne et des amphètes, de l'ecstasy. Vous avez également des cannabinoïdes de synthèse qui existent et des opioïdes de synthèse qui sont disponibles. Tous ces substances toxiques étant principalement disponibles sur le darknet. Et concernant les saisies actuellement en Europe, les saisies concernent surtout des catinones qui visent donc justement à reproduire l'effet psychostimulant et euphorisant des amphétamines et de la bonne vieille MDMA. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, inutile d'apprendre par cœur quel produit donne quoi, il faut connaître à peu près les catégories et savoir qu'il y a plus de 650 substances, probablement encore plus, des milliers à l'heure où je vous parle, et que sur le darknet, ces substances sont vendues principalement à des populations jeunes, en quête de sensations fortes, sous des formes associées. Vous l'avez vu chez notre patient, une association donc d'une catidone à une phénéthylamine. En tout cas, les gens se servent sur le dark web et derrière, on a des tableaux divers et variés. Donc il faut raisonner par toxidrome pour pouvoir s'en sortir lorsqu'on est médecin en charge de ces patients. Le problème, c'est, vous l'avez bien compris, c'est gens se servent, enfin les clients en tout cas se servent sur le web, mais n'ont aucune idée de la qualité, la quantité surtout du produit qu'ils vont consommer. Voilà, on ne sait absolument pas quelle est la dose de catinone présente, quelle est la dose donc, de 25 NBOH pour notre patient et à quoi ces produits sont coupés. Si bien que c'est un peu jeter une pièce quand on consomme ces produits avec un risque majeur d'intoxication grave qu'on peut voir parfois par petites épidémies dans certaines régions pour des gens qui se sont servis donc au même endroit.
Les catinones, hein, comme les amphétamines, sont des produits en fait qui vont entraîner au niveau neurologique et du système nerveux central la libération de tout un tas de neuromédiateurs euphorisants comme la noradrénaline, la dopamine, la sérotonine. Donc le tableau est celui d'un syndrome sympathico-mimétique, on le verra tout à l'heure, avec globalement un coma agité, parfois donc des convulsions, souvent un tableau d'hypertension et de tachycardie avec un tableau d'hypermétabolisme global et une hyperthermie. Parfois, on a également quand même avec les catinones des syndromes également sérotoninergiques qui ressemblent au syndrome sympathico-mimétique, à la différence qu'ils sont en général un petit peu moins agités et qu'on a un signe un petit peu cardinal du syndrome sérotoninergique que sont les myoclonies. Dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose et on verra qu'on a un antidote disponible dans le cas du syndrome sérotoninergique qu'on peut être amené à utiliser en sachant que les principaux traitements, comme vous l'avez vu chez notre patient, sont des traitements symptomatiques et notamment une sédation. L'hépatotoxicité des catinones, elle a déjà été bien décrite. Donc vous voyez chez notre patient, on a une insuffisance hépatocellulaire gravissime, hein, puisqu'il y a eu en fait il y a une hépatite fulminante qui heureusement a évolué favorablement sous traitement symptomatique et qui n'a pas justifié d'une greffe hépatique en super urgence. Concernant la cardiotoxicité des catinones, on a une cardiotoxicité dans le sens où les catinones peuvent entraîner un état de choc. Là, vous avez l'exemple à gauche avec une catinone qui s'appelle la méphédrone. En revanche, contrairement à la cocaïne que vous voyez à droite, les catinones n'ont pas, ou en tout cas n'ont pas été décrits, d'effets stabilisants de membrane avec les catinones. Et chez notre patient, en effet, ce n'était pas le cas non plus. Donc pour raisonner pour le clinicien, je vous ai dit qu'il fallait en passer par les toxydromes. Donc les toxydromes que vous avez à connaître assez spécifiques sont ceux qu'on retrouve ici. Donc le syndrome sympathico-mimétique et le syndrome sérotoninergique qui donnent à peu près les mêmes tableaux, avec des comas agités, des myoclonies dans le cas du syndrome sérotoninergique, souvent une mydriase en ce qui concerne l'examen pupillaire, et très fréquemment une hyperthermie sévère qui peut confiner à l'hyperthermie maligne. Dans le cas du syndrome sérotoninergique, ce qu'on peut être amené à tenter comme antidote, c'est la cyproheptadine, qui a un effet antagoniste sur les récepteurs sérotoninergiques, donc qui peut être utilisé à ne pas confondre les récepteurs sérotoninergiques achetés avec les récepteurs histaminiques. Vous avez le syndrome hypnotique ou de myorelaxation qui correspond à une intoxication la plupart du temps par les cannabinoïdes ou les benzodiazépines. Le syndrome hallucinatoire dissociatif qu'on peut retrouver chez certains patients, mais c'est exceptionnellement le cas en préhospitalier en réanimation. Le syndrome opioïde que vous devez connaître par cœur avec un antidote, la naloxone. Le syndrome anticholinergique qu'on voit de moins en moins puisque les médicaments qui en étaient pourvoyeurs et notamment les tricycliques sont beaucoup moins prescrits. Et ensuite le syndrome cholinergique qu'on voit très peu à travers nos contrées, qui correspond la plupart du temps à une intoxication à des pesticides organophosphorés dans les pays en voie de développement, puisque ces produits sont vendus essentiellement dans ces pays-là. Parfois les gens se servent sur Internet, hein, et on en retrouve parfois en France et également c'est le syndrome que vous verrez lorsqu'on a une intoxication par les armes chimiques. On a vu des images en Syrie dans les années qui ont précédé. Et en tout cas, ce syndrome cholinergique associe donc un syndrome muscarénique et nicotinique avec un antidote qui est l'atropine. Le syndrome sérotoninergique, je vous en parlais donc tout à l'heure, un signe cardinal sont les myoclonies, le coma est globalement agité, avec un patient qui est en mydriase, qui parfois convulse, une hyperthermie qui est assez caractéristique. Et dans tous les cas, lorsqu'on a un tableau d'intoxication avec un patient qui présente une hyperthermie sévère, maligne, on peut, à l'aveugle, puisque ce médicament pose peu de problèmes en termes de toxicité, administrer un antidote qui est la cyproheptadine, la périactine, antagoniste donc des récepteurs sérotoninergiques. S'il y a un syndrome sympathico-mimétique pur et seul, bien évidemment, ça n'aura aucun effet. À noter que ce médicament n'a pas non plus d'effet dans le syndrome malin des neuroleptiques, qui est une réaction immunoallergique, c'est un petit peu différent suite à la consommation ou à la prescription de neuroleptiques, et également ça n'a aucun effet dans le cadre du coup de chaleur. La prise en charge, comme je vous disais, elle est essentiellement, elle repose sur deux choses. Un, de bien orienter le patient. Donc lorsque vous avez une intoxication cardiotrope, il faut orienter le patient dans un centre qui puisse bénéficier d'une ECMO artério-veineuse en suppléance cardiaque si la toxicité cardiaque du produit le nécessite. Donc ça c'est très important. Donc dès que vous avez des signes d'intoxication cardiotrope, un état de choc en général, ou la suspicion d'une intoxication à un produit qui a un effet cardiotrope, il faut orienter le patient dans un centre expert. Ensuite, les traitements sont essentiellement symptomatiques, comme vous l'avez vu chez notre patient. Pour lutter contre le syndrome hypermétabolique, il a suffi d'une sédation profonde, d'une curarisation transitoire,
avec donc une sédation profonde par des benzodiazépines, et le tour était joué, entre guillemets. Même si le tableau bien évidemment reste grave en réanimation. Ensuite, concernant l'état de choc, là aussi une expansion volémique, de la noradrénaline si besoin. En tout cas, il faut éviter, je pense, c'est très important de le souligner, toute surenchère thérapeutique, éviter l'utilisation d'antiarythmiques, d'anticonvulsivants multiples, ou se poser la question d'antidote trop tôt dans la prise en charge. Non, ce il faut rester simple dans le traitement des défaillances d'organes, et en général ça suffit, et ça permet de ne pas faire de bêtises. Concernant les antidotes, donc il y a les antidotes dont je vous ai parlé. Recherchez systématiquement l'effet stabilisant de membrane. Donc comme je vous le répète, un blocage des canaux sodiques pour apporter des sels de sodium en grande quantité. Alors le problème des sels de sodium, hein, c'est que c'est un fusil à 2 ou 3 coups maximum, puisque vous avez des effets métaboliques derrière très importants, notamment une alcalose, une hypokaliémie. On apporte toujours du potassium avec, hein, et surtout donc une hypernatrémie. Donc trois possibilités. Si vraiment vous avez un effet stabilisant de membrane qui met en jeu derrière le pronostic vital malgré le traitement antidotique, il faut se poser la question de l'ECMO artério-veineuse. Concernant donc l'intoxication aux inhibiteurs calciques, on peut apporter des sels de calcium. Attention là aussi à l'hypercalcémie, donc monitorer de manière très rapprochée la calcémie, et notamment la calcémie ionisée. Les autres antidotes, le glucagon pour les bêta-bloquants, l'insuline glucose, l'insuline glycémique pour les inhibiteurs calciques, on en reparle juste après. Comme je vous l'ai dit, l'hyperthermie toxique, donc dans le cas du syndrome sérotoninergique, on mettra en route un traitement par cyproheptadine. Alors là aussi, hein, comme tous les antidotes dans le cadre des intoxications, il s'agit de traitements donc soit sur des études animales, soit sur des petites séries de cas. C'est vraiment un traitement empirique, c'est pas sûr que ça marche très bien. En tout cas, ce qu'on fait, comme c'est décrit dans les littératures, c'est de le donner donc par voie orale, 12 mg en dose de charge, puis 4 mg toutes les 6 heures. Donc dès qu'on a une hyperthermie toxique, on peut le mettre en route, en sachant que ça marche essentiellement dans le cas des syndromes sérotoninergiques. Pour les autres hyperthermies, euh, aucun traitement efficace, et notamment le dantrolène dans le cas du syndrome malin des neuroleptiques, est à oublier. Le dantrolène, hein, qui a en fait essentiellement un effet positif dans le cadre de l'hyperthermie maligne peranesthésique. Vous savez qu'il y a une espèce de réaction aux produits halogénés, au curare dépolarisant, avec un tableau donc d'hyperthermie qui maligne, qui correspond en fait à l'entrée brutale dans les cellules et dans les cellules myocytaires de calcium. Donc il s'agit d'une maladie génétique, et dans ce cadre-là, le dantrolène a une action directe puisqu'il permet d'éviter donc l'entrée du calcium dans les cellules myocytaires. Et donc par extrapolation, on a utilisé le dantrolène dans le syndrome malin des neuroleptiques ou dans les autres cas d'hyperthermie, notamment d'hyperthermie toxique. Sachez que le dantrolène a très peu ou aucune efficacité, et que en tout cas dans notre réanimation, nous ne l'utilisons pas dans ces indications-là. Dans le cadre des intoxications graves, notamment lorsque le pronostic vital est mis en jeu avec des patients en défaillance multiviscérale ou qui vont évoluer vers une défaillance multiviscérale, on peut utiliser en sauvetage l'intralipide pour capter en gros les produits liposolubles, qui sont donc la plupart des toxiques qu'on va rencontrer. L'intralipide qui a montré son efficacité dans là aussi des case reports ou des petites séries de cas à utiliser donc en traitement de sauvetage et traitement d'exception. L'ECMO véno-artériel qui aura un intérêt bien évidemment pour passer le cap chez des patients qui présentent un état de choc principalement d'origine cardiogénique, ou en tout cas lorsqu'on a une dysfonction myocardique qui est telle qu'on pense que le patient peut bénéficier d'une ECMO, et c'est pour ça qu'il faut rapprocher des patients intoxiqués au cardiotrope de centres experts pour qu'ils puissent bénéficier, ou en tout cas qu'on puisse discuter de cette technique dans le cadre d'états de choc réfractaires avant la survenue d'une défaillance multiviscérale. Là, je vous ai mis notre protocole dans le cadre de l'intoxication par bêta-bloqueur, donc qui est essentiellement un protocole de prise en charge symptomatique, euh, en sachant que le traitement donc antidotique de première ligne qu'on va utiliser, c'est plutôt un bêta+, devant cette intoxication au bêta-, de la dobutamine, 5 à 20 gamma kilo-minute, exception du sotalol, hein, qui lui a un mécanisme d'action un petit peu différent pour lequel on va privilégier plutôt l'isuprel. Cette dobutamine justifie en général, puisqu'elle a un effet quand même vasodilatateur avec l'adjonction de noradrénaline, et on n'hésite pas également à remplir les malades, puisque en général ces patients présentent une marge de remplissage assez large. En deuxième ligne, lorsque ce traitement est inefficace, on tente le glucagon. Le glucagon qui a un mécanisme un petit peu particulier, on ne sait pas trop pourquoi ni comment ça marche dans le cadre des intoxications au bêta-bloqueurs. Ça marche par
essentiellement par l'action du CAMP qui va entraîner une augmentation de la concentration de calcium à l'intérieur de la cellule et notamment des cardiomyocytes. Donc le glucagon, ce qu'il faut, c'est d'abord faire un bolus de 5 mg et ensuite voir si on a un effet hémodynamique. Ce qu'on veut chez ces patients, c'est restaurer essentiellement une pression artérielle, plus qu'un débit cardiaque. Et si c'est efficace, on peut être amené à utiliser derrière une intraveineuse à la seringue électrique. En rescue, on peut se poser la question donc de l'intralipide et puis vraiment dans le cadre d'intoxication au bêta-bloqueur avec une défaillance cardiogénique. Le traitement avant le syndrome de défaillance multiviscérale, c'est l'assistance par ECMO véno-artérielle, les bêta-bloqueurs étant des produits des toxiques fonctionnels. On attend de passer le cap et si on y arrive, en 48-72 heures en général, on peut sevrer l'assistance circulatoire. L'intoxication aux inhibiteurs calciques est un petit peu plus problématique. Donc vous savez qu'il y a deux types d'inhibiteurs calciques, les dihydropyridines qui ont une action, également cardiaque avec des bradycardies et un effet inotrope négatif. Et vous avez les non-dihydropyridines qui, elles, ont un effet vasoplégiant pur. Lorsque l'effet est vasoplégiant pur, bien évidemment, l'ECMO véno-artériel que vous voyez en troisième ligne est futile. Ce qu'on utilise donc en première ligne, ce sont les sels de calcium, donc du chlorure de calcium à répéter, attention à bien monitorer la calcémie ionisée, et l'insuline euglycémique, là aussi qui a montré son effet dans des études essentiellement animales et des petites séries de cas. Il s'agit d'un traitement empirique, pourquoi? Parce que les inhibiteurs calciques ont un effet sur les cellules pancréatiques et entraînent une insulinorésistance. Donc par extrapolation à cet effet physiopathologique, certains ont utilisé l'insuline à forte dose avec une compensation en glucose et ça a marché dans certains cas, en tout cas ça marche en termes physiopathologiques chez l'animal et dans des petites séries de cas humaines. Donc on peut être amené à l'utiliser, là aussi c'est un bolus d'une unité kilo, donc c'est énorme, avec une perfusion derrière d'une unité kilo par heure. Attention là aussi à bien monitorer le patient et lorsqu'on a des très fortes doses d'insuline glycémique, il ne faut pas hésiter à intuber le patient. C'est en général que la situation là aussi est un petit peu dramatique et qu'on a des posologies d'amines faramineuses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a parlé un petit peu des cardiotropes et des nouvelles drogues de synthèse. C'est un petit peu les deux trucs en vogue lorsqu'on fait des intoxications graves. On pourrait parler d'autres choses. N'hésitez pas à me faire remonter vos questions et à me faire remonter des sujets qui vous plairaient et qu'on pourrait aborder dans les futurs cours. Merci beaucoup et à bientôt.